J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Wow, c'est commencé! Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr en compagnie de Marilyn Gendron. Wow! Bonjour Sam! Bonjour Marilyn. Hey, félicitations pour ta nomination aux Oliviers, mon beau oui. Samuel! Toi aussi, félicitations. Hey, merci beaucoup. Je savais que tu allais être nominé. Oui, moi aussi, je savais. Merci tout le monde d'être à l'écoute de notre podcast où on parle des complexes, de nos complexes, des complexes de nos invités, des complexes de tout le monde, de toute la terre, de tout. Ouais. Mais avant qu'on parle de tout ça, tu peux-tu... On a un invité aujourd'hui. Oui, on a un invité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on reçoit Boucard Diouf. Oui. Merci Boucard d'être là. Allô? Ça va bien? Oui, je suis un peu nerveux. Pourquoi? Ben, parce que je vous écoute religieusement. Puis je me suis dit, c'est pas toujours facile de se faire dire enlève, dénude-toi, là. Ah oui, c'est ça. Tu le fais-tu des fois? Ou Tu ça- dis enlève, allez, montre-nous la palourde royale, dépêche-toi. Oh my God, j'avais quasiment oublié ça. Wow. C'est mon premier complexe. C'est impossible. Mais est-ce que tu fais ça dans la vie un peu, parler de tes complexes? Est-ce que t'es quelqu'un qui... Ouh, ça a pris du temps, Marilyn. Ah oui? Oh oui, moi j'étais quelqu'un de fermé total à ça, là. C'est... Ah oui? Puis qu'est-ce Ouais. qui a changé ça? Ben, beaucoup de thérapie. De thérapie, mais pas par des professionnels. C'est ma blonde qui a été mon thérapeute. Fait que c'est à partir de quand, mettons, que tu considères que tu as commencé à être plus Une ouvert? vingtaine d'années. Une vingtaine d'années quand j'ai rencontré Caroline, qui vous écoute religieusement, qui va écouter ça. Salut, Bonjour, Caro. Voilà. Et qui est de la même origine que toi. C'est une Gaspésienne. Ah, elle vient de où? Elle Exactement. vient de Matane, elle. Ah, Matane. C'est une crevette de Matane. Ah. Est-ce que vous êtes rencontrés là-bas? J'ai frenché une crevette de Matane. Chanceux. Non, on s'est rencontrés à Rimouski, là, à l'Université du Québec à Rimouski. Vous étudiez ensemble? Non, j'ai enseigné à sa sœur qui est Joël Roy, qui est à Montluy présentement. Ok. Et puis donc, c'est Joël qui m'avait dit, Boucard, t'es assez foqué pour sortir avec ma sœur. C'est comme ça, mais c'est ça a été une thérapie. Moi, j'étais très complexé par beaucoup de choses. Puis, Puis elle a comme percé. oui, là. elle a des talents naturels de psychologue, puis elle m'a travaillé tranquillement. Puis quand les enfants sont arrivés, ben les enfants ont été les derniers là. Oui, hein? Ouais, Parce ouais. que les enfants, ça te pointe tes affaires, tes défauts, puis là, t'as pas le choix de dire, C'est genre. vrai, ça. Ça fait comme une couple d'invités. En plus, il me semble qu'ils nous ont parlé de choses qu'ils ont vécues avec des enfants qui font des commentaires sur l'apparence ou sur des trucs de même. C'est ce genre de choses-là que tu as vécu un peu avec tes enfants? Mon premier complexe, c'est ma jambe. Moi, j'ai la jambe droite complètement handicapée. C'est pas vrai, là. Mais disons fonctionnelle à 30%. C'est-tu de naissance? C'est pas de naissance, en fait. J'ai attrapé la polio quand j'avais l'âge de 5-6 ans, à peu près. C'est quoi la polio? La poliomyélite. C'est une maladie virale, hein. C'est du système nerveux. Comme, Ah un oui? peu comme... Il y avait des épidémies de poliomyélite avant, même ici au Québec. Hein. OK. Moi, j'ai déjà entendu ma mère dire ça. Ouais, Ah oui? ouais. Mais je connais pas ça. Ça fait quoi? Mais moi non plus, ça fait très longtemps que j'ai Ben, entendu c'est un parler de virus qui polio. s'attaque au système nerveux, puis en faisant des lésions dans les nerfs, comme c'est les nerfs qui commandent les muscles, tu sais. Ouais. Quand ton nerf est lésé, ben, les muscles sont pas stimulés, puis les muscles, il y a une atrophie des muscles. Ok. tu sais. Donc la jambe devient plus faible, puis des fois c'est une déformation du pied. Tu obtiens un pied beau, au Québec, des fois c'est connu ici. Fait Puis que moi ça, t'as eu j'avais ça depuis l'enfance. l'âge de 5-6 ans. Puis ça, comment tu vivais avec ça quand tu étais jeune, quand tu étais enfant? Ah, enfant, c'était tough. C'est parce que les enfants, c'est cruel, hein. ouais. C'est différent, ils vont te pointer du doigt, puis ils vont te dire, c'est lui, là. Puis après ça, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai attrapé une malaria, parce qu'on l'attrapait souvent, on connaissait la malaria, là, le paludisme. Puis ma mère m'a amené à l'hôpital, puis elle devait aller au marché, puis j'ai rencontré une thérapeute, je dirais pas une infirmière, parce qu'elle n'était pas une infirmière, puis elle m'a piqué sur le nerf sciatique, c'est une seringue sur le nerf sciatique, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ma jambe a fait une twist de... Et donc ça a été tough pour moi. Fait que ça a comme empiré ton Oui, ton ça a état de ta jambe. empiré. Ça a empiré. J'ai traîné ça jusqu'à l'adolescence. Puis
je pense que c'est ça, là. C'est ça qui m'a été très déstabilisant pour moi. Parce qu'à l'adolescence, quand tu regardes, tu clopines. Ah ouais. Tu clopines, puis les autres jouent au soccer. Mes frères, c'était des sportifs. Puis là, tu dis, OK, moi, t'arrives en classe. En tout cas, tu jouais-tu quand même à des sports au soccer? Ouais, j'essayais, mais tu sais. Tu savais que ce ne sera pas toi, là. C'est quand le sport est valorisé, tu ne peux pas le faire, tu sais que c'est pas toi. T'sais. Non, c'est sûr. Là, tu peux pas être le meilleur. Là, t'es comme... Ça, tu je traînes. ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, là, mais... Étais-tu un bon sportif? Non. Moi, c'était différent, c'est que j'avais pas envie de jouer, là. C'est ça, les envies sportives sont mal distribuées, je pense. Là. Toi, t'avais juste pas le goût, là. Ben non, j'ai fait quelques sports, mais c'était un peu, tu sais, mes parents qui ils m'avaient inscrit, disons, pour jouer au baseball, là, à la Balma, tu sais, puis j'y allais vraiment, là, de reculons, là, je voulais pas y aller, ça m'écœurait, là. Surtout un sport, j'étais plus capable d'endurer les sports individuels. Tu sais, disons, on m'avait inscrit à la natation, là, j'allais à la natation, j'ai fait des écussons, là. Ouais. Puis, mais après les sports d'équipe, parce que j'étais très gêné, je le suis encore, mais imagine quand j'étais enfant, j'étais extrêmement gêné. Fait que tout ce qui était sport d'équipe, s'impliquer, encourager les autres. Hey, moi, j'étais sur le banc, là. J'étais comme ça, je pouvais pas applaudir, encourager. Mais non, pas question. Mais je pouvais applaudir, mais tu sais, je disais rien, là. J'aurais jamais pu dire « Wouh, let's go les gars! » Je suis même pas capable de le dire encore de façon sérieuse. Est-ce que c'était relié à ta performance? Genre, si t'avais été meilleur, entre guillemets, mettons, penses-tu que... Je pense pas que j'étais mauvais. Je pense pas que j'avais moins de chance que les autres de devenir bon. C'était vraiment un manque d'intérêt, puis je me retrouvais pas dans l'univers sportif, on dirait, tu sais. C'était pas un... Tu faisais-tu comme prendre en dernier, tu sais, t'as-tu souvenir de ça? Pas tant, genre, non, joue au ballon chasseur, là, puis, tu sais, le dernier qui se prend, là, genre? Non, il y avait toujours du monde pire que moi. Ça aide dans la vie, pareil, hein? Oui, des fois, se comparer, ça aide, des fois, ça nuit. Mais j'étais pas le pire, tu sais, j'avais quand même un petit orgueil au ballon chasseur, justement, de pas être pris le dernier, puis d'être quand même... pas de nuire à mon équipe, là, tu sais, même parfois marquer quelques points, là, tu sais. J'avais un orgueil de m'en sortir indemne, là, voilà. OK. Ouais. Toi, t'étais comment? Toi, Marilyn? Ben, moi, j'étais comme quand même bonne dans les sports, mais j'étais pas amie avec beaucoup. Fait que j'étais comme un peu rejet, mais bonne dans les sports. Fait que j'arrivais comme au milieu. Personne ne voulait me choisir par amitié, mais il me disait « Ah, elle est quand même bonne », fait qu'il me prenait. Fait que j'étais souvent avant-dernière, avant comme la fille vraiment meg, super nerd, qui est amie avec personne, mettons. Mais j'étais juste avant, là, tu sais. Fait que puis là, finalement, quand je jouais, j'étais correcte, mais j'étais vraiment compétitive, là. Justement, je me disais « Faut au moins que je sois bonne », vu que je suis pas amie avec personne. Mais moi, j'aime ça, les sports, quand même. Ah ouais. Je suis compétitive. Moi, mon père me disait, tu y vas pas, là, t'es handicapé. C'est ah tout oui? le temps ça. Ouais. Fais pas ça. Si tu casses l'autre jambe, tu pourras plus marcher. Et ça, quand tu répètes ça à un enfant toute sa jeunesse, là. Fais pas ça, t'es handicapé, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et là, tu l'intègres, avec le temps. Ça joue dans la tête. T'es pas capable, tu l'intègres. Puis moi, des fois, quand je raconte ça aux enfants, je leur dis, il y a une sagesse indienne qui raconte qu'il y a un éléphant qu'on attachait, ces jeunes, avec une corde, tout petit, là, avec une corde. Puis en vieillissant, il est devenu un gros mastodonte. Puis on l'attachait avec la même petite corde. Puis il était convaincu qu'il n'est pas capable de casser la corde. Il est resté là. C'est une bonne moi, ce syndrome-là, là, je l'ai gardé en moi. Je n'étais pas capable. T'es pas capable. Ça résonnait dans ma tête. Puis je suis parti avec ça. Donc, ça t'a-tu empêché de faire beaucoup de choses que tu aurais voulu faire? Ben, j'aurais aimé essayer des choses. Heureusement, il y avait ma mère qui me disait, vas-y, tu veux grimper sur le manguier? Vas-y, là. OK, elle était complètement l'inverse de ton père. Oui, elle était là pour ça. Là. Grimpe, puis si tu te casses la margoulette, ben ça va être... non, pas sa margoulette, ça c'est québécois. Là, mais... Moi, dans le manguier, si tu veux te casser la marboulette, j'ai pas entendu ça souvent ensemble. Tu veux péter la fiole. Oui, c'est ça. Fait qu'elle, elle te faisait confiance. C'est ça, là.
Elle faisait confiance, mais il reste que j'ai été marqué beaucoup par les paroles de mon père et raisonné et je suis parti avec ça. J'ai grandi avec ça. D'arriver à l'école, quand c'était l'éducation physique, le prof te disait, t'es handicapé, tu viens pas, reste dans la classe. Ça fesse, là. Je veux dire. Et donc, moi, je suis parti avec ça, là. Et ce que ça fait, c'est que moi, j'ai misé sur ma tête, tu sais. Je suis pas capable de courir, je suis capable de rien faire, comme ils m'ont dit. Tu sais, donc, au moins, j'ai ma tête qui est là, puis je vais essayer de miser là-dessus, puis j'ai travaillé de la tête, tu sais. Est-ce que tu lisais beaucoup? Tu étais comme... Oui, j'étais quelqu'un de très curieux, tu sais. Puis j'avais une facilité à l'école, donc c'était tout ça pour impressionner papa, c'était ça, là. C'est d'amener des bonnes notes, tu sais. Puis ça t'a-tu aussi... c'est tout ça qui a fait en sorte que tu as développé ton sens de l'humour? Ah, absolument, mais tu le sais, Samuel. Non, mais c'est vrai, l'humour... C'est un mécanisme de défense. L'humour, ça en aide quelque chose. Je suis sûr que toi, tu es capable de mettre un doigt sur pourquoi tu es devenu quelqu'un qui aime communiquer par le rire. Je te pose la question. Ben moi, j'ai réfléchi toujours de plus en plus. Récemment, mettons la réponse grossière, je crois que c'est pour m'aider à m'accepter moi. Parce que j'en parlais l'autre fois, puis souvent, l'humour est un mécanisme de défense qu'on développe justement à la polyvalente quand on est adolescent, quand on est rejeté des autres. Mais moi, c'est pas de quoi que j'ai vécu. Je pense pas que j'ai été rejeté. J'avais beaucoup d'amis, ça allait bien, mon cercle social. C'est plus mon rapport à moi-même que j'acceptais pas. Tu sais, j'acceptais pas mon homosexualité puis mon physique. C'était comme les deux choses principales qui faisaient en sorte que je devenais un peu cynique, sarcastique. Tu sais, c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai développé mon sens de l'humour. Parce qu'être comme sincère, c'était comme... impossible. Trop farfelu à ce moment-là. Ouais, fait que le canal de la sincérité était comme obstrué juste par des blagues. Du cynisme. Ouais. Toi, Marilyn, alors? Moi, c'est plus classique, je pense. C'est plus comme, justement, d'être comme pas trop amie avec les gens, d'être un peu... J'étais comme grosse, là, tu sais, plus grosse que mes amis, puis... que mes amis qui étaient comme, tu sais, je sais pas, là, tu sais, que les amis de la classe, là, comme ils disaient, là, pour qu'on se sente pas trop rejet, là, tout le monde est des amis. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme ma façon d'être en relation avec les autres, je pense, puis de me démarquer, là, sans savoir, mais je sais pas, je pense aussi mon physique, mais oui, principalement me faire des amis, puis être un petit peu spécial, là. C'était comme ma seule façon d'être différente des autres, on dirait, d'une façon positive, là. Genre pas juste différente comme fait différente, là, tu sais, comme... Fait que je pense que c'était ça, mais ça c'est pas... C'était comme un peu... C'était plus dans ma famille, j'étais pas beaucoup de même, moi, avec mes amis. J'étais plus discrète, puis avec ma famille, j'étais plus la personne qui, à table, là, je faisais rire, je racontais des trucs, puis tout ça. Mais t'avais pas besoin d'utiliser l'humour comme mode de communication partout, là? Ben... Pour vrai, je parlais pas à grand monde. Au primaire, surtout, là, j'allais dîner chez nous le midi parce que je voulais pas dîner tout seul à l'école. Puis après, j'étais dans les cours, puis j'espérais qu'il n'y avait pas de travail d'équipe. Puis je parlais pas à personne. Fait que c'était plus ça. Fait que au secondaire, après, tu sais, c'est plus grand, puis je me suis fait des amis, tu sais, fait que c'était moins pire, là. Mais au primaire, là, c'était vraiment chez nous là, que j'avais une personnalité. Là. À l'école, j'avais un chandail col en V, gris comme tout le monde. C'est comme trop triste. J'étais vraiment pareil comme tout le monde avec ma petite passe, là, genre inaperçue. Y avait-tu un uniforme? Le col non, en V? non. Ah, ça, c'était ton choix. C'est comme les chandails à l'aubainerie pour les petites filles. Là. C'était tout le monde portait. Mais ouais, non, j'étais pas... je sais pas, ça a été comme plus vers fin du secondaire que ça a été vraiment plus comme partie de ma personnalité avec d'autres mondes que ma famille, genre. OK. Que là, c'était comme, ça me démarquait. Là, moi, je suis un peu comme Samuel, c'est vraiment le complexe. Le complexe et malaise intérieur, c'est le besoin de dévier l'attention. Ouais. Ça se fait automatiquement, on dirait, c'est pas conscient. Mais c'est pas conscient, mais en réalité, tu finis par t'auto-diagnostiquer puis te dire pourquoi je fais ça. C'est parce que je veux pas que les gens me regardent la jambe. Moi, c'était ça, là. J'utilisais l'humour comme
comme le magicien. Diversion. Voilà, là, comme le magicien utilise un mouchoir là pour que tu vois pas son truc. Il fait ça là. Puis tu te concentres là-dessus, puis tu bernes de l'autre bord. Ouais. C'est un peu ça. Comme Danny Turcotte utilise l'humour, là, tout le monde en parle. Tu sais. Ouais. Il faisait. Dès qu'il y avait un malaise, tu voyais que lui se sentait mal, puis il faisait toujours une blague pour dévier l'attention ailleurs, mais c'est pour lui, d'abord. Ouais. Parce que lui, il ressentait le malaise. Oui, lui, il ressent le malaise, puis il est pas tellement capable de l'encaisser, donc il dévie l'attention. Moi, ça a été ça, mais pour un complexe physique. Puis essayer de dire aux filles que tu existes, dans mon cas, là, puis parce qu'ils disaient, non, toi, tu n'existes pas, là. Tu n'existes pas. Puis moi, cette grosse valise-là, je suis parti avec ça. Je l'avais sur la tête. Je suis arrivé ici avec ça, là. Puis c'est quand que ça a commencé? Mettons, aujourd'hui, comment tu vis avec ta jambe? Est-ce que c'est encore un gros complexe? Oui, encore. Mais il y a des choses que j'accepte. La preuve, je suis là à parler avec vous de ça. Là. Avant, c'était... Même quand j'ai rencontré une fille qui commençait à me poser des questions là-dessus, là, ça cassait tout de suite. C'était aussi dramatique que ça. OK. Ah, tu voulais même pas en parler du tout? C'était fermé. Totalement fermé. C'est vraiment comme s'il disait, non, faut pas... Faites comme si vous ne me voyez pas. C'est comme ça. Puis je sais pas pourquoi, là. Mais ça faisait trop de peine, sûrement. Ah, ou beaucoup. quelque chose. Ouais, c'est ça. Beaucoup, là. C'est pas banal, mais tu vois, quand mon garçon est venu au monde, là, Anthony, la première chose qu'il a fait, c'est de marcher en m'imitant. Oh my God! Le petit Chris, OK? Comme on dit en Gaspésie. Oui, c'est ça. Le petit Chris. Dès qu'il a commencé à marcher. Dès qu'il a commencé à marcher, quand j'ai marché... Ça veut dire à comme 2 ans, là. 1 an, 2 ans. Oui, 2 ans et quelques. Quand j'ai marché, il marchait derrière, puis il mettait exactement ma démarche de rappeur, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, tu me provoques ou quoi? Il t'imitait. Puis là, ma blonde m'a dit, tu vois, ton thérapeute est arrivé. C'est lui qui va te soigner. Oui. Pour vrai. Puis ça a-tu marché, un peu? Ben, ça a marché, parce que tu peux pas lui dire, arrête de m'imiter, là. Chaque jour, il te rappelle, garde ça, là, on s'en fout, là. Il veut en rire, il veut... Ah, oui. Il normalise. Sors de ton esclavage mental à cause de ta jambe, là. C'est ça qu'il disait, sors de là, là. C'est pas ça qu'on voit, Puis, à un moment donné, il me dit, tu sais, papa, je disais une histoire, puis il dit, je vais devenir un médecin, moi, puis je vais soigner ta jambe. Puis je sais, t'aimes pas ça, mais je vais la soigner, moi. J'ai dit, ah, ouais, je vais aller en médecine pour te soigner. Puis il dit, montre-moi cette jambe. Moi, il avait quel âge? Ah, il était tout jeune, il avait 3 ans et demi peut-être. Puis là, j'ai dit, Anthony, tu veux voir ma jambe? Il dit, oui, parce que je veux la soigner. Là, j'enlève mon pantalon, je soulève mon pantalon, j'y monte la jambe. Il regarde ça, puis il me dit, excuse-moi, mais pas sûr, je vais pouvoir te soigner. Il dit, excuse-moi, mais papa, c'est trop tard pour ça, là. C'est trop une grosse... Ça a peut-être une baguette magique, là, mais c'est... Parce que, physiquement, est-ce qu'on peut voir que t'as... Ben oui. Ah, OK. Oui. Ah, absolument, il m'a gagné pas mal, là. Ah okay. Oui, OK. Est-ce que tu portes des culottes courtes l'été ou Jamais. Tu évites les culottes courtes? Jamais. J'ai jamais porté de culottes courtes. C'est une bonne question. Merci. Ah, c'est une... On n'est pas nominé pour rien. C'est la question des questions. J'ai jamais éprouvé le bonheur de porter une culotte courte. Même pas à la maison, juste avec ta famille? Jamais. Ah oui, hein? Ah oui, ça, c'est des zones encore inaccessibles pour moi. Si tu étais tout seul, mettons, sur une île déserte, est-ce que tu serais en short? Oh, je serais bien trop stressé qu'arrive un autre. Parce qu'il n'est jamais déserte longtemps. Ah oui, hein? Mais c'est... je sais pas, c'est parenthèse, là, moi, je me disais la même chose sur mon homosexualité. C'est vrai? Je pensais tout le temps à l'image de l'île déserte. Je me disais, si j'étais sur une île déserte, est-ce que j'accepterais d'être en relation avec un homme? Non, c'est pas encore assez sécuritaire. Ça mais se peut qu'il y ait des comment gens t'as qui débloqué arrivent. ça, là? Quand est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a un moment ou une période de temps où tu as décidé de... Est-ce que ça a été catalysé par quelqu'un, un modèle quelconque, une démarche personnelle? Quand est-ce que tu as décidé? Je pense juste que ça a été super long. Là. Je pense que ça a été... C'est une période de temps. Ça s'est fait sur 10 ans. Là. Tu sais, maintenant, oui, aujourd'hui, sur une île déserte, j'accepterais d'être en relation avec un homme. Mais non, mais sur une île déserte, il n'y a personne, là. Ouais, c'est ça. mais c'est une bonne question, Boucard.
on va revenir à ta jambe après, puis aux culottes courtes, OK? Mais je pense que ça s'est fait vraiment sur un très long moment parce que j'ai grandi justement là, en région éloignée où il n'y avait pas d'exemple de couple homosexuel positif. Tu sais, c'était pas une chose positive. Fait que c'est de quoi que j'ai été obligé de déconstruire de fil en aiguille pendant toute ma vie adulte. Puis, tu sais, je commence à peine à envier des couples homosexuels. Avant, j'enviais les couples hétérosexuels. Oui. Fait que je sais pas, c'est comme une homophobie internalisée à déconstruire sur plusieurs années. Là, mais toi, est-ce que tu penses que un jour, est-ce que c'est un objectif pour toi d'un jour de te mettre dans culotte courte ou t'as fait une croix là-dessus pour toujours? Moi, je pense que celle-là, ça va être dur. Il y a des moments où tu dis, là, j'arrête, là. Il y a des choses où tu dis, j'ai-tu besoin de ça, là? On m'a souvent demandé ça en famille, mes enfants, arrête là, papa, arrête, mets-toi en culotte courte, Il fait chaud, Il fait chaud, on s'en va en voyage, viens à la piscine, mets-toi en culotte courte, jamais, c'est une fenêtre que je ne suis pas capable de faire. Peut-être qu'il y a des psychologues qui nous écoutent qui pourront dire, car je pourrais te débloquer ça, là, mais moi, c'est impossible, c'est trop fort chez moi, c'est trop internalisé, c'est quand je vous ai dit, moi, je suis arrivé avec cette valise-là, je suis arrivé avec cette valise, puis elle était lourde, hein? Elle était très lourde sur ma tête, je suis arrivé avec ça. Et je suis arrivé en 91, tu devais être jeune, Marilyn. J'étais pas née. Là, tu vois, je suis plus québécois que toi. Oui, c'est ça, c'est sûr. Quand il dit retourne ton pays, je pourrais te dire ça. Oui, vraiment. Je suis née en 97. Tu vois, en 91, moi, je suis arrivé ici. Et la raison pour laquelle j'ai aimé le bas du fleuve tout de suite, c'est que quand je suis arrivé, personne ne me posait de questions sur ma jambe. Et ça m'a fait tellement du bien, là. Je sentais pas comme les gens me regardaient la jambe. J'aimais pas ça. Puis les gens qui me regardaient la jambe dans mon pays, ils ne le faisaient pas par méchanceté, mais c'est juste que quand tu arrives, tu clopines, tu attires le regard. Mais on dirait que de l'autre bord, mais j'ai habité en Gaspésie aussi, en Samuel, je sais si tu le sais. Là. Non, à Gaspé même. À Gaspé? Oui. T'as enseigné là-bas? Non, mais quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je l'ai fait sur les perlants de Miguacha, tu sais. Tu vois, je te surprends, hein? Oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai parlé des perlants. Un spécialiste de fret, mon gars. Je connais la différence entre se geler le cul et pipeter au fret, tu sais. Puis c'était comment t'as été accueilli quand t'es arrivé à Rimouski, justement? Oui, 91. Et là, les gens ne me regardaient pas la jambe. Ou je ne sais pas, par souci de respect ou par besoin je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être qu'ils se disent, ils sentaient instinctivement ce qui me dérangeait. Et ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien. Pour une fois, là, j'avais comme la valise sur la tête, la grosse valise, puis j'ai comme dit, elle est moins lourde, tu sais. Mais peut-être que même toi aussi, en changeant d'univers complètement, t'es comme arrivé comme nouveau, là, tu sais, comme on rêve de faire, là, d'arriver quelque part et de dire, là, je peux avoir une nouvelle personnalité, je suis une nouvelle version de moi-même. Ça te fait-tu ça, toi, quand tu es sur scène? Non. Quand tu as commencé, parce que toi, je pense, tu n'es pas passé par l'École nationale de l'humour. Oui, on est allé à l'École de l'humour ensemble. Mais tu faisais des numéros avant, j'ai vu ça. Ouais. Mais est-ce que ça te faisait ça quand tu arrivais sur scène, tu devenais comme un autre individu? Est-ce que ça te libérait de quelque chose? Ben, on dirait peut-être quand j'étais vraiment jeune, genre quand j'ai commencé à en faire au secondaire puis que j'allais sur scène, c'était tellement farfelu, justement, contrairement à comment je m'étais sentie dans une école, dans ma vie, là, dans la même école, genre en secondaire en spectacle, aller sur scène devant tous les élèves puis être comme le centre d'attention. Là, je me sentais vraiment comme différente. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que mes numéros, ils sont tellement ancré sur des trucs vraiment personnels, souvent, que là, je me sens pas nécessairement comme une autre personne, mais un peu. C'est sûr, quand je suis dans des passes où je me sens plus anxieuse dans la vie, je m'imagine aller sur scène, puis je suis comme, va falloir que je sois quelqu'un d'autre là, sur scène, parce qu'on dirait que c'est loin. Ça t'arrive, t'es anxieuse, ça te provoque l'anxiété chez toi, aller sur scène? Ah ben oui. Ah oui. Oui. Ils sont foqués, les humoristes. Beaucoup de stress. C'est vraiment la chose que j'haïs le plus puis que j'aime en même temps. Mais c'est foqué comme situation parce que les humoristes, c'est les gens qui ont le plus peur d'être jugés.
Parce que même s'ils ont 800 messages positifs, puis un message qui dit « Moi, je l'amène Samuel Cyr », puis tu es là-dessus, voyons, pourquoi qu'ils me disent ça, tu sais. Oui. Mais en même temps, c'est eux qui vont devant et se disent « Je vais me déshabiller, puis regardez-moi, jugez-moi ». Mais ils ne veulent pas le jugement. Mais c'est comme un masochiste, un peu. Oui, voilà. On dirait que c'est comme si on veut donner raison. C'est comme, ben oui. Puis là, si on est bon, on dirait que ça nous satisfait, mais si on sent que les gens nous jugent, on dirait que, je sais pas, ça donne raison un peu. C'est ça. Ben oui, je suis poche. C'est aimez-moi tous. Oui, je savais. Aimez-moi ou détestez-moi, mais pas entre les deux. Oui, aimez-moi tous. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un. Non, c'est ça. Même si tu es sur scène, puis tu vois un qui dit « Ah, dépêche-toi, il faut que j'aille me coucher », parce qu'il y en a toujours un, hein. Ouais, oui. Maintenant, avec les masques, ça aide, tu sais, parce que tu ne vois pas la face. Mais moi, je le vois plus comme... mais c'est le mécanisme de défense qui embarque, je pense, de un peu se rire de nous avant que les gens puissent rire de nous. Voilà. C'est un peu ça, monter sur scène, je crois. Ouais. Toi, c'est-tu ça un peu? Moi, j'ai jamais parlé de ma jambe sur scène. Non? Ah non, jamais, jamais. C'est fou parce que moi, la première fois, j'ai réalisé que j'étais vraiment foqué, profondément foqué, là. C'est quand j'ai vu Martin Deschamps, tu sais. Puis, j'ai fait une émission, à l'époque, j'ai commencé à faire des Kiwis et des hommes en 2006. Puis, on invite Martin Deschamps à l'émission. Puis, lui, il est tellement à l'aise avec son handicap, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je me disais, si j'aurais aimé avoir les parents, comme les mêmes parents que lui, tu sais. J'aurais probablement surmonté tout ça, tu sais. Mm-hmm. Mais Martin Deschamps, il était comme libre. Puis j'ai dit, aïe, aïe, ça existe, tu sais. Puis il en parlait, pendant qu'il en parlait, t'avais pas envie de faire comme un parallèle avec toi. Mais oui, je le faisais, mais intérieurement, tu sais. OK, pas à voix haute. Non, jamais, je l'ai fait intérieurement, tu sais. J'ai vu Dominique parler des fois de son œil, tu sais, sur scène. Puis moi, je me dis, est-ce que je suis capable de parler de ma jambe sur scène? Puis la réponse était non. Absolument non. Mais avec le temps, pour vous dire, et je reviens à ma blonde, à trouver la façon d'ouvrir ça tranquillement. Je suis arrivé avec ma valise dans le bas du fleuve, en Gaspésie, à Gaspé. Puis les gens m'ont ménagé, puis ça m'a fait du bien. Puis là, j'ai dit, moi ici, là, j'habiterai ici, tu sais. Puis ça a été vraiment l'élément déclencheur de l'amour que j'ai pour le Québec, c'est ça. C'est juste cet œil qui tu sais. Tu t'es senti accueilli comme... Oui, pas... absolument. C'est quand tu traverses ça, quelqu'un, c'est quand on dit... Des fois, les jeunes en région qui vivent leur homosexualité très difficilement, d'avoir quelqu'un qui est connu puis qui dit ouvertement, je le suis, ça a le droit de l'être. Je suis sûr que ça t'aurait fait du bien. Ah, 100%. Oui. C'était pas ça le climat que je voyais, mais c'est ça. J'ai récemment réalisé l'importance des modèles comme ça. Oui. Oui, mais moi, mon modèle, c'était Martin Deschamps. Ben oui, mais c'est vrai, mais ça a dû te faire un bout de chemin. Ben, ça m'a fait un bout de chemin, puis je me suis dit, il faut que je travaille là-dessus, tu sais. Moi, j'ai enseigné aux infirmières, hein, à l'université de Rimouski, j'ai enseigné la physiologie humaine aux infirmières, bizarrement, tu sais. Ah ouais, hein? Puis à chaque examen, je leur demandais pourquoi il ne faut pas piquer sur le nerf sciatique. Je me suis rendu compte que c'était comme... Puis à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi je leur demande ça à chaque année, c'est la physiologie du nerf, puis tout. Puis je me suis rendu compte que Puis quand quelqu'un répondait une mauvaise réponse, je devenais mauvais, c'est... Puis, sans le réaliser, mais c'est comme si j'étais encore connecté à cette... T'avais une fixation un peu là-dessus, là. Tu voulais pas que ça se reproduise pour quelqu'un d'autre. Oui, trop. Mais ma blonde a trouvé une façon de me dire, bon, là, tu vas enlever ta valise, tu la déposes dans le bungalow, OK? Puis dépose, puis on va essayer de sortir les bagages dont tu n'as pas besoin, tu sais, pour alléger ça, tu sais. On ne peut pas l'enlever au complet, là. Parce que je l'ai, ma valise encore, je vous le dis, moi, me mettre en culotte courte, aller dans une piscine où il y a des gens... Dès qu'il y a une personne, moi, j'y vais pas. C'est impossible. Ah ouais, hein. Fait que c'est quand la dernière fois que tu t'es baigné? Ben, je me baigne chez moi. OK. Chez moi, on a une petite piscine depuis quelque temps, là. Puis tu te mets en short là, quand tu te baignes. Oui. Mais tu vas direct dans l'eau, puis quand tu sors... Voilà. Non, avec ma famille, j'ai pas de problème. OK. Avec ma famille, j'ai pas de problème, mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre, non. C'est de même. Puis je me suis dit, comme tu dis... on peut régler la chose, mais arrive au moment où tu dis, moi, aller dans le sud, puis me mettre dans une piscine à marcher comme je suis, je le ferai pas. Ça me tente pas, puis j'ai pas envie de travailler ça. Tu seras juste pas bien, ouais. Non, je le ferai pas, mais
je remercie Caroline de m'avoir débogué tranquillement. Puis aujourd'hui, j'en parle. J'ai écrit un livre là-dessus pour parler du lien avec ma mère parce que ça a été... ma mère a été toujours convaincue qu'elle était responsable de ce qui m'arrive. Elle est décédée il y a 2 mois. Maman, je te salue. Il y a 2 mois? Oui. Oh, mais sympathie. Je la salue parce que c'est elle qui m'a amené à l'hôpital quand j'avais la malaria, puis elle est partie au marché. Puis avant qu'elle revienne, j'ai été piqué sur le nerf sciatique. Toute sa vie, elle s'est sentie coupable de ça. Même à sa dernière semaine de vie, maman me demandait comment va ta jambe. Ça a été son obsession tout le long de sa vie. Puis j'ai écrit un livre pour lui dire, regarde, tu sais quoi? Tu peux laisser faire. Moi, quand j'étais jeune, mon père me disait, t'as une mauvaise jambe, t'as une mauvaise jambe. Et aujourd'hui, quand je retourne, il me dit, comment va ta mauvaise jambe? Et je lui réponds, laquelle? Laquelle? Parce que pour moi, c'est ma jambe qui a fait de moi ce que je suis. C'est pas la bonne jambe, c'est la mauvaise qui a développé l'humour chez moi. C'est la mauvaise qui a développé le besoin de me surpasser intellectuellement, qui a fait que ce que je partage avec les gens d'ici viennent de ma mauvaise jambe. C'est elle qui a tracé mon histoire. C'est la vérité. Puis j'ai essayé à la fin de sa vie de dire à maman, écoute, c'est une bénédiction pour moi, c'est dur parce que ça me fait mal et tout, mais il reste que ça a été un tremplin extraordinaire dans ma vie. Ça définit, c'est ça qui me définit en fait. Mais c'est spécial, moi je t'écoute parler, puis je réfléchis en même temps, je me dis, moi j'ai jamais eu cette image-là de Boucard, tu sais. C'est vrai? Mais non. C'est fou, beaucoup t'as de une gens image disent tellement zen, tellement sage, tellement en symbiose avec la nature. Je sais pas comment dire, tu parles souvent de nature, de biologie, tu as l'air de vraiment comprendre comment la vie, les écosystèmes fonctionnent. Puis quand tu reviens chez vous, c'était comme, j'aime pas ma jambe, je peux pas mettre en culotte courte. C'est vraiment spécial. T'as-tu déjà réalisé cette dualité-là un peu? Ben, tu mets le doigt là-dessus, mais les gens me le demandent, mais tu sais, je suis pas aussi parfait que tu le dis, je suis anxieux, comme toi. Il y a beaucoup de gens anxieux qui font du spectacle d'humour, qui font de l'anxiété, je le fais, là. Ah oui, hein? Oui, moi, ça m'est arrivé des fois, là, de venir sur scène, de vouloir monter sur scène, puis d'avoir tellement peur que mon technicien vient me dire, mais là, il faut que tu ailles, là. C'est pas le choix, là, il faut que tu ailles, tu sais. J'ai juste envie de fuir, tu sais. T'arrivais pas comme à y aller, t'étais trop stressé? Ben oui, mais c'est un peu comme ce que tu vis, mais comme toi, là, est-ce que tu mets le doigt là-dessus, pourquoi? Le pourquoi de la chose. C'est le syndrome du cordonnier mal chaussé, j'ai l'impression. On dirait, C'est comme s'il y a plein d'aspects de ma personnalité qui font que c'est une bonne chose pour moi de faire de l'humour, puis plein d'autres aspects qui font que non, tu sais. Ça fait trop mal. Ouais, c'est ça, ça fait comme... ça fait tout le temps une boule, mais en même temps, c'est positif. C'est comme aussi positif que négatif, on dirait, mais très, très positif puis très négatif des fois. Mais je pourrais pas comme choisir, on dirait, là, tu sais. Mais, moi, ça a été une façon de se valoriser. Aussi. Mais oui, c'est valorisant. Là, c'est comme, à partir du moment où tu fais rire les gens, tu casses les barrières de protection. Moi, je dis le rire fort, là, il n'y a rien de mieux que ça pour faire tomber les masques. Puis tu te surpasses, tu sais. Quand les gens font... ça casse. Puis quand j'ai découvert que les filles aimaient ça, mais là, regarde, j'ai dit au moins je pourrais pogner. Je n'avais jamais pogné rien. La seule chose que j'ai pogné, c'était la malaria, en fait. Tu l'as-tu découvert consciemment, ça, que ton humour, ça attirait les filles? Ben, j'ai découvert ça ici. Ouais. Ben, pas ça attirait les filles, mais que les filles aimaient ça, parce que l'humour, ça attire les filles, mais pas, on lui prête beaucoup. Ça attire les filles, mais ça les garde pas. Moi, ma théorie est simple. Je me dis, l'humoriste, là, on t'invite au party, mais la fille va partir avec le guitariste, tu sais. Tu vas le faire rire, il va apprécier ça, mais il va partir avec le guitariste. Mais moi, il y avait une autre chose que, me semble, tu allais parler tantôt, là, puis on dirait que le temps passe, puis je veux être sûre que tu passes tous les points sur ta liste. Quand on est arrivé, de quoi tu m'avais aussi parlé de voiture, je pense? Mais ça, c'est relié à ma jambe, parce que moi, mon père m'a toujours dit, t'es pas capable, tu seras pas capable. Il y a des choses, quand c'est intellectuel, j'ai aucune limite pour moi. Mais quand c'est manuel, physique,
Mon père m'a dit, t'es pas capable, toute ma jeunesse. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses, je suis pas capable de le faire. Puis j'ai un blocage psychologique total, tu sais. Ça prend vraiment mes enfants, ma blonde, qui me dit, ouais, il faut que t'arrêtes, là, tu sais. Puis la conduite automobile, ça a été ça. Ça a été épouvantable pour moi. J'ai jamais conduit. En fait, j'ai eu un char. J'ai eu mon permis. Puis j'ai fait des accidents parce que je suis lunatique au volant. Je recule dans des Mazda protégées neuves. T'as fait beaucoup d'accidents? Ah oui, j'en ai fait quelques-uns. Seulement, les assureurs m'ont dit, regarde, c'est comme que ça commence mal. Là. J'ai pas... Ah oui, hein? À quel âge t'as passé ton permis? J'ai pogné une contravention. À quel âge? Oui, à quel âge t'as passé? À 40 et quelques, là. Que t'as commencé à conduire? Oui! Tu conduisais pas en Gaspésie, ça devait être l'enfer. Écoute, non, je faisais à l'époque, Allostop existait. Ah, OK. Mais quand j'appelais Allostop à Gaspé, puis je disais, votre nom, monsieur? Boucar Diouf. Je pognais jamais. Ah oui? Ils prenaient pas, puis... c'était un service par téléphone. Oui, à l'époque. Puis quand j'appelais, je disais, c'est pour Jean-Guy Tremblay, tu sais. Ouais. Je te jure, Samuel, je faisais ça. On rit. Jean-Guy Tremblay, puis quand il rappelait pour il rappelait à la maison, il dit, peux-tu parler à Jean-Guy Tremblay? J'avais oublié que j'avais donné Jean-Guy Tremblay. Je disais, c'est que Jean-Guy n'habite pas ici. Ah non. Mais je faisais Allostop, mais je conduis pas encore. Je conduis pas. Attends, là, quand tu as eu à 40 ans, tu as eu ton permis. Oui. Là, c'est pourquoi tu as décidé finalement à 40 ans de dire, OK, je vais l'essayer, je vais... Ben, parce que habiter, comme dit Samuel, imagine d'habiter dans l'Est du Québec sans conduire. Tu sais? Oui, il n'y a pas beaucoup d'autobus, non, il n'y a pas de c'est transport sûr, en commun. Oui. OK. Fait que là... Tu comptes tout le temps sur les gens, mais finalement, j'ai réussi à passer mon permis. Puis... après une couple de fois, là, parce que... Ah oui, OK. Pas du la première fois, je suis entré dans un sens unique à l'envers, c'est... Puis... À ton examen? Ah oui, j'arrive... quand je suis arrivé à la fin du parcours, l'examinateur me dit, comment tu trouves ta performance? J'ai dit, je pense que c'était pas bon. Il dit, oui, au moins on pense la même chose. Fait que là, tu l'as pas eu, puis finalement, tu as réussi. La deuxième fois, je suis, en allant passer mon permis, parce que j'avais déjà un char, j'étais accompagné par une amie à moi, Lisa, qui vient de Bonaventure, je pense. Bonaventure? Oui, Okay. Non, Lisa vient de... proche de Nouvelle, là, comment ça s'appelle? Saint-Omer? Non, pas Saint-Omer. Mais en tout cas, dans ce coin-là, là, à Maria. Maria. Oui, Okay. Lisa venait de Maria, m'accompagner. Puis j'ai commis une erreur monumentale. La police était sur le chemin. Ils m'ont arrêté pendant que j'allais passer mon permis. Ils m'ont dit, tu vas perdre des points. J'ai dit, j'en ai pas encore. T'es un peu malchanceux aussi là, pour ça. C'était horrible. Puis je suis allé, j'étais poche quand j'ai fait mon examen deuxième fois. J'étais poche. Puis quand je suis arrivé, pour reculer le char, puis stationner, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Stationner. Par derrière, là. Oui, un parallèle. Je suis fini à l'horizontale. Moi, c'est vraiment... Puis là, le monsieur me dit, je commençais à faire de l'humour, à animer des kiwis à l'époque. Hein, OK. À être chroniqueur. Puis le monsieur me dit, cette fois-ci, tu vas passer ton examen. J'ai dit, hein? Il dit, oui, je t'avais échoué, mais là, tu passes ton examen. Puis là... Et puis, il me dit, en passant, ma femme aime beaucoup ce que tu fais. J'ai dit, oh non. Tu pensais qu'il t'a fait passer l'examen juste parce que t'étais connu? Je suis convaincu de ça. J'ai jamais eu de permis, là. Je me suis rendu compte quand je disais à ma blonde, embarque, je chauffe, elle dit, oh non. Non, on va prendre ma voiture. Ah oui, hein? Ouais. Puis là, t'as pas fait des accidents graves, là? Non, mais j'ai défoncé pas mal de chars. Oh, ouais. Ah, oh, ouais. Confondre les pédales, là, puis pédales de reculons, puis avance. Fait que là, aujourd'hui, t'as ton permis, mais tu conduis pas? Depuis peut-être 15 ans que j'ai pas conduit un char. OK. Mais non, c'est peut-être pour ma survie. Si je conduisais, je ne serais pas ici avec vous, c'est sûr. J'ai arrêté. Oui, hein, trop dangereux. Ouais, tu tombes dans l'une quand tu conduis, en fait? Absolument. Moi, je comprends, j'ai un peu je pense que je suis un bon conducteur, mais là, moi, j'avais mon permis quand j'étais en Gaspésie, puis je l'ai un peu délaissé là, depuis que je suis arrivé en ville, puis j'ai arrêté de le renouveler, j'ai arrêté de payer. Fait que là, je suis rendu au stade où si je veux avoir mon permis, je dois repasser un examen. Puis, ouais, c'est ça. C'est sur ma liste de tâches depuis
2015. Parce que tu renouvelles pas ça? Non. Ah, moi, je renouvelle. Mais j'aurais vraiment dû payer le 90$ annuel, là, je pense. C'est juste que là, à un moment donné, j'étais aux études, puis j'avais plus d'argent, puis je l'ai laissé faire parce que je conduisais absolument jamais. J'ai pas de voiture, tu sais. Puis là, je voudrais peut-être le revoir, mais je suis terrorisé de l'examen. Ah! Il faudrait que tu pratiques avec mon auto. Mais toi, t'es bonne en conduite? Très bonne. Très bonne. Ah, bon, ben voilà, au moins. Mais moi, j'ai appris comme vraiment jeune. Mon père, il m'a montré, j'avais comme 16 ans. Puis là, dès que j'ai eu mon permis. Fait que je pense que c'est sûr qu'apprendre à 40, c'est quand même... C'est bien plus dur d'apprendre des choses plus on vieillit aussi, là, je pense. Là. Moi, j'avais 16 ans. Je suis encore de même, mais je suis encore plus comme, tu sais, t'as pas peur de rien. T'es un peu comme, tu sais, tu prends des risques. Mais à 40 ans, si t'as jamais conduit de ta vie, tu penses à toutes les... Tu penses à tous les dangers, on dirait, puis t'es plus... je sais pas. Mais c'est redressé. En Afrique, on avait un proverbe qui dit c'est très difficile de redresser un bâton qui est déjà sec. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand c'est humide, tu peux... On revient à ce qu'on disait, c'est quand t'es jeune, puis tes parents t'enseignent à surmonter tes complexes, ça se fait. Mais quand vieillis avec ça, là, t'arrives... moi, mes dents, là, les dents, c'est ça aussi, j'en ai arraché avec ça, là. Hein? C'est cœur, hein? Ah, mes dents, les gens, l'autre fois, il y a une petite fille qui est passée à côté de chez moi, une petite fille rose, puis elle me dit, monsieur, mais pourquoi il te manque une dent? J'ai dit, il manque pas une dent pendant tout. Elle dit, oui, il te manque une dent, monte tes dents, je vois qu'il te manque une dent. J'ai dit, non, j'ai les dents espacées. Un peu plus espacé que Samuel, là, mais c'est... Moi aussi, j'en ai un petit peu. Ben ouais, mais moi, les miennes, là, c'est vraiment ça aussi, ça a été un complexe, là, c'est pas de ça, là. Ne pas rire. Ah oui, est-ce que tu souriais la bouche fermée? Ah oui, des fois, là, c'est tout que quand les gens disaient, hey, t'as les dents espacées. Moi, je suis même allé jusqu'à essayer vraiment, là, de trouver un dentiste pour changer mes dents, parce que j'avais... Je venais d'arriver ici, j'avais quand même dans la trentaine, là. Puis c'est comme je me disais, j'aimerais ça qu'en mangeant du maïs, qu'il ne reste pas des graines debout dessus, là. Ouais. Mais quand tu manges un maïs 2 fois, puis tu repasses dans l'autre sens, parce que il y en a qui traversent tout le temps, là. Puis qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de chercher un dentiste, puis finalement... Oui! Ah, ça coûtait cher. Ouais, c'est vraiment cher. Ça coûtait cher. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, puis elle m'a dit, mais tu es dans moi, je suis trop sexy, là, ça ne me dérange pas. J'ai dit, OK, tu viens de me sauver beaucoup d'argent, tu sais. Je les assume. Mes dents, je les assume maintenant, c'est... Oui, mais c'est dur. Est-ce que tes enfants, est-ce qu'ils ont les dents croches? Non, mon fils a une dentition parfaite. Ma fille a un espace comme toi un peu, comme Samuel, mais ça se passe pire, tu sais. C'est pas si pire. Mais moi, les miennes, c'est un dépeuplement buccal, là, total, tu sais. Oui. Mais je comprends. Moi, j'avais les dents croches aussi, mais j'ai eu des broches. Bon, tu vois, moi, j'ai pas eu de broche. Mais je pense que les dents, c'est souvent quelque chose que chez nous, on va être très dur envers nous-mêmes. Puis chez les autres, on va dire, ah, ben ça fait ton charme. Mais non, change-les pas. Oui. Oui, mais nous, quand on se regarde, des fois, ça peut nous déranger. Mais c'est vrai que c'est vraiment rare que c'est quelque chose que je remarque chez quelqu'un en disant, ouf, ses dents sont laides. Ah ouais. Ça m'arrive pas vraiment. C'est rare. Faut vraiment que ça soit comme... Je vais plus me dire comme, sont jaunes. Ah, moi, j'ai cherché dans l'UDA des gens qui me ressemblaient parce que je me sentais seul. T'en as pas trouvé? Ah, j'en ai trouvé. OK. Quand j'ai vu Réal bosser, là, j'ai dit, OK. Mais moi, je trouve, c'est Réal bosser et Julien Poulin, là, on forme un trio assez... Et puis maintenant, Samuel Cyr, ça fait 4. Mais c'est vrai. Mais souvent, moi, je trouve que justement, ça fait comme partie, puis c'est comme pas quelque chose que je trouve... Les dents? Dérangeant, je trouve. Mais peut-être que je dis ça parce que mes dents sont droites. Oui, non, mais c'est parce que tu as des belles dents, là, mais... Oui. C'est pas... À chacun ses bibites. Je sais. Mais c'est pour ça que je vous fais théâtre, parce que on voit les gens passer, puis on pense, comme tu disais, Samuel, tu sais, tu vois les gens passer, puis tu as l'impression que les autres sont en équilibre intérieur, puis ça parle des écosystèmes, puis tout. Mais en réalité, chacun a son bagage. Voilà, son terrain sauvage caché quelque part, c'est... Moi, c'est ma jambe, ça a été ça, mais mon autre jambe a pris tout le relais pendant ma jeunesse, donc il est beaucoup plus fort, c'est. Et en même temps, comme j'étais quelqu'un qui
tenté souvent des expériences sur les conseils de ma mère. Je me suis ramassé avec d'énormes cicatrices sur l'autre jambe. C'est des grosses cicatrices, c'est comme des cicatrices de guerre, là. Parce que quoi? T'es tombé? Parce que c'est tombé des arbres. Des fois, je ramassais du métal dans les immondices, parce qu'on vendait ça aux forgerons. Puis je voulais me faire de l'argent de poche. J'avais des blessures qui se sont infectées. Puis ma mère disait, mets de l'argile dessus. Mets de l'argile, c'est ça. Tu mets de l'argile, puis t'attends, puis ça finit par guérir. Mais tout ça fait que tu as toutes ces traces-là qui sont en toi. C'est des signatures de ton passé. C'est des signatures. Et des fois, tu les regardes. Des fois, tu les regardes, tu dis, OK, ça fait partie de moi. Je l'accepte. Mais d'autres fois, tu dis, j'ai pas le goût. Ouais. Moi, j'ai pas le goût. C'est difficile à débloquer chez moi. C'est pas... J'essaye. Des fois, on n'a juste pas d'énergie, là. On dirait que c'est comme, aujourd'hui, je prendrais autre chose, là. Ça me tenterait de pas... J'ai pas envie de travailler sur m'accepter. C'est-tu nécessaire? Ouais, c'est ça. C'est-tu nécessaire parce que les gens disent tout le temps, faut que tu règles ça, mais c'est-tu nécessaire? Est-ce que ça arrive, est-ce qu'on a le droit d'arriver à un moment où tu dis, c'est là, moi j'en parle maintenant, c'est déjà une grande victoire pour moi. Ouais. J'ai écrit là-dessus, dans un livre que les gens ont lu, ça c'est plus discret, Mais la prochaine étape, peut-être qu'un jour, je vais en parler sur scène, mais c'est-tu nécessaire? Mais c'est sûr, c'est pas obligé, en tout cas. Ouais, c'est une bonne question. Moi, tu me fais penser à toute la réflexion que j'avais eue avant que moi et Marilyn, on prenne notre photo torse nu pour j'ai entendu parler de ça. Exactement, c'était ça. Je me disais, non, je le ferai pas. Non, ça me tente pas, je suis un adulte, j'ai envie de pas le faire, puis ça, c'est ma limite. Puis le lendemain, finalement, j'avais changé d'idée, mais ça aurait pu être l'inverse, là, je pense. Oui, c'est ça. Je changeais beaucoup d'idées. Fait que, je me reconnais dans ce que tu dis, Boucard, que on dirait que c'est tellement une grosse bataille que tu vas juste pouvoir... Tu ne pourras pas gagner la guerre, là. Du jour au lendemain, ça va être une petite bataille par petite bataille, puis des fois, tu vas reculer aussi, je pense. Puis... Ouais. Moi, c'est là pour l'instant pour mon acceptation corporelle. Oui, puis ça varie. Là. Ouais, c'est ça, pour l'acceptation corporelle, ça varie. Là. Des jours qu'on est comme, oui, là, je m'accepte, je m'habille de même si ça paraît plus quand je suis habillée de même que genre, tu sais, mon corps est plus comme, c'est plus moulant, mettons. Puis d'autres jours, je me cache en dessous genre d'une armure, là, pratiquement. Puis je suis comme, non, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie pour être dans l'épanouissement et l'acceptation, mais je sais pas, je saurais pas. Je pense pas qu'il y a une bonne réponse, là. Je pense que c'est sûr que si toi tu te dis, moi ça me tente pas de mettre de l'énergie là-dessus, se fixer une frontière. Moi, peut-être que ça va arriver, là, mais moi, je suis pas... Je pense que le plus sain, comme tu dis, c'est de dire, là, en ce moment, ça me tente pas, mais tu dis, peut-être qu'un jour, on sait pas, tu sais. Fait que ça, c'est comme, on laisse quand même une porte, mais c'est sûr qu'on n'a pas toujours le temps et l'énergie de travailler sur toutes les choses qu'on n'aime pas de nous tout le temps, là, tu sais. Mais moi, je me demande s'il existe quelqu'un qui s'aime. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, là... Au complet. Ouais, tout ce que je regarde, là, c'est parfait pour moi, là. C'est à part Narcisse, là, mais c'est... Je penserais pas. C'est qui se regarde, là, parce que pour moi, toutes les personnes qu'on croise ont leur jardin secret quelque part, auquel on ne peut pas accéder, Il y a des gens qui le gardent très profondément, puis tu peux pas accéder à ça, mais tout le monde a des vagues à l'âme quelque part. C'est pas... Mais c'est fou que tu dis ça, parce que c'est vrai que je trouve que j'ai l'impression que tout le monde a ça, puis c'était un peu ça qu'on se disait au début avec le podcast. On se disait, on va pouvoir... Au début, on se disait qui on va pouvoir inviter, puis là, c'était comme, on peut inviter tout le monde en a. Mais finalement... Aussi, c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler, tu sais, finalement. On dirait tout le monde qui est rendu à la même place. Non, c'est ça. Des fois, les gens, ils en parlent, puis ils pensent que... Ils sont comme, moi, c'est ça, pour moi, le parler de mes complexes. Puis nous, on est comme, nous, on est rendu plus creux que ça. On s'attendait à plus creux, mais il y a des niveaux, tu sais. C'est comme tu dis, des fois, on est capable d'en parler, des fois moins, des fois plus en profondeur. Mais ça prend du déblocage. Comme tu dis, là, c'est sur un temps. Il faut le mettre sur un temps parce que tu m'aurais contacté à une dizaine d'années, là, je te dirais, non, tu es malade. Moi?
Jamais, tu sais. Ah oui, hein? C'est absolument fermé, là. Ça fait que, comme je te dis, moi, c'est la métaphore de la valise. Tu portes ta valise sur ta tête, tu sais. Ça prend des gens pour te dire, dépose ta valise, là. Il y a des affaires là-dedans dont tu n'as pas besoin. C'est trop lourd de porter ça pendant autant d'années, tu sais. Puis ça, il y a des gens qui... Tu peux l'avoir par ton chum, par ta blonde, mais il y a des gens aussi qui payent pour se faire aider, tu sais. Mais je pense que la grande majorité des gens, on les voit heureux, équilibrés parce qu'on ne les connaît pas. Ouais. Tu sais? Mais si tu grattes, si chacun a son passé, c'est vague à l'âme. Moi, ça me fait toujours rire. Les gens me disent, ah, Boucar, toi, t'as le bonheur facile, puis tout. Puis j'ai dit, attendez, là, si tu dis ça, c'est parce que tu me connais pas vraiment, là. Ah oui? Tu me connais pas. J'ai pas le bonheur facile, là. Je suis comme tout le monde. J'ai des vagues à l'âme, puis j'ai des complexes. Dans le quotidien, est-ce que tu constates que t'es quelqu'un quand même, justement, heureux dans... Tu sais, t'es-tu comme de bonne humeur dans la vie ou t'es plutôt... Oui. Ouais. Je prends la définition de Boris Cyrulnik, disait j'ai une bonne heure ce matin. OK. Une bonne heure. Une bonne heure. C'est ça. Si tu le prends 1 heure à la fois, ça marche. Tu sais. Ouais. Mais le bonheur, tu sais, c'est un état des fois qui est très galvaudé. Tu sais. Ouais. Galvaudé, tu dois être dans la béatitude totale, équilibré, puis tu as de la sérotonine plein le corps, là. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'est plus utopique que réaliste. Tu sais. Pour moi, ça varie, là. Ouais, il y a personne qui est de bonne humeur tout le temps. Chez lui, tout le seul, tout le temps. Moi, je suis pas de bonne humeur chez nous. Je suis neutre. Je sais pas. Ah, t'es-tu dans le neutre? T'es pas de bonne humeur? Neutre. Ben, je suis pas de mauvaise humeur nécessairement, mais je suis souvent de mauvaise humeur. Je suis souvent irrité de plein de choses. Je suis des fois aussi de bonne humeur, mais la majorité du temps, c'est neutre. Oui. Ben, peut-être que tu le vois moins vu que tu habites seul, tu sais. Hein? Ouais. Mais je suis moins confronté à ce que quelqu'un me dise « T'as l'air de bonne humeur » ou « T'as l'air de mauvaise humeur ». Ça, t'aimes ça quand on fait ça. Des fois, Marilyn, elle me dit au téléphone « T'as l'air de mauvaise humeur ». Ah ouais, le sang. Ben ça, ben là, ça signe l'arrêt de mort. Là. Ben oui, là, maintenant, je suis de mauvaise humeur. Moi, je ne l'étais pas, mais maintenant, je le suis. Oui, oui c'est ça. Je travaille là-dessus, j'arrête de faire ça. Mais oui. Moi, je te le fais-tu? Ben, tu le fais plus à la blague, là, maintenant, vu que moi, je te le fais, là. Fait que je pourrais pas dire quand est-ce que tu le fais sincèrement. Mais je pense que quand t'habites avec quelqu'un, t'es comme... On dirait que t'es toujours confronté à savoir comment tu te sens, là, tu sais, parce que tu vois quelqu'un, fait que là, à chaque fois, c'est comme... Je sais pas, tu le ressens plus, t'es comme, ah, bon, ben, je sens vraiment, là, que mes interactions sont pas bonnes, je suis pas de bonne humeur. Oui. Qu'on dirait que des fois, c'est ça qui est le fun, je pense, de la solitude, c'est d'avoir comme l'espace pour... pas toujours être en train d'analyser comment tu te sens, tu sais. Ouais. Être juste comme vaquer, là, tu sais. Ouais. Tranquille, fait que... Mais ma mère disait toujours que il y avait un proverbe qui utilisait en langue wolof qui dit nit nitay garabam. Ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ça veut dire que le bonheur, c'est beaucoup les autres aussi. Je veux dire... moi, si je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Et donc, je pense qu'un individu tout seul, là, il n'aura même pas ce que c'est que la définition du bonheur. C'est parce que tu fréquentes des gens, tu as des amis, tu jases avec du monde. Puis quand tu as des vagues à l'âme, tu as de l'écoute de quelqu'un qui peut te dire « Hey, tu devrais faire ça ». On dit que c'est Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres », mais en tout cas, on lui attribue ça, je pense. Ouais. Je sais pas. En tout cas, je pensais que c'est lui, mais je suis pas sûr. Moi non plus, certain. Je peux pas dire. Mais il reste que moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est les autres. L'enfer, c'est nous autres. Ouais, c'est ça. C'était une émission de Julie Snyder. Julie Snyder, ouais, il faisait ça, là. Des années 90. Ça m'étonne pas. Non, je pense que l'homme est un loup pour l'homme que lui disait, comme citation. Mais je pense que l'homme est le remède pour l'homme qu'on devrait dire, l'humain. L'homme dans le sens l'humain, là. Parce que pour moi, guérir des complexes, ça prend toujours les autres. Tu peux pas le faire tout seul. C'est pas une démarche autonome, là, où tu te fermes, tu dis, ben là... Je vais le faire, là, je vais régler ça, là. Ça prend toujours quelqu'un d'autre, je pense que ça prend un peu des deux, parce que tu peux pas, comme, on dirait que ça prend, faut que tu sortes comme, pour valider, comme que ça fonctionne, là, ce que tu as travaillé. Mais c'est sûr, faut que tu travailles sur toi. Mais après, c'est comme, quand tu vas dans une soirée, puis là, tu fais, ah, OK, oui,
ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Tu as besoin de le mettre t'sais. en pratique. Ouais, c'est ça. Oui. Avec les autres. Que ça soit plus concret. Là. Sinon, tout seul chez vous, on dirait que c'est comme... C'est un peu comme l'île déserte. Là. C'est facile de dire « Ouais, non, je pense que je suis guérie. Ouais. » Mais là, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, t'es pas guéri, finalement. Là, Dès que quelqu'un arrive et dit « Hey, check-le. Il y a, il t'imite marcher, puis tu fais « il y a un pied beau puis un beau pied. » Ouais, c'est ça. Mais quand j'étais curieux, tu sais, vu que, mettons, bon, quand tu étais jeune, ça t'avait beaucoup marqué, ce que ton père te disait. Maintenant, avec tes enfants, est-ce que ça te reste en tête puis tu essaies d'appliquer le contraire, mettons, ou qu'est-ce que tu essaies d'inculquer à tes enfants pour qu'ils grandissent en s'acceptant le plus possible? Qu'ils s'acceptent comme ils sont. Je veux dire, c'est surtout ça, là. C'est surtout pas de leur pointer des trucs quand ils sont enfants, parce que c'est pendant leur construction que c'est tough. C'est quand j'ai raconté l'anecdote de petit éléphant qu'on attachait avec la corde, là. Mais c'est un peu ça aussi... Nourrir, il ne faut pas nourrir la bête, la nourrir. Parce que la personne va partir avec l'idée qu'il ne peut pas. Puis même en vieillissant, même si tu es conscient de ça, parce que je le sais, moi, je le sais, en âme et conscience d'où vient tout ça, là, mes incapacités dans la vie, mes peurs, tout ça, je sais d'où ça vient. Je suis très conscient de ça, mais ça ne change rien. Ouais. Ça ne change rien. Je ne suis pas capable de le déprogrammer pareil. Je ne suis pas capable de me dire « Hey, je me mets en culotte courte puis swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. » là. Fait que tes enfants, quand ils te parlent de quelque chose qu'ils n'aiment pas, tu essaies de... Ah, ouais, je dis, regarde, tu essaies de les réconforter. De les réconforter puis de déprogrammer ça en douceur. Je ne suis pas le meilleur, je le dis tout de suite là. Mais j'ai la chance de vivre avec une blonde qui a pas fait une formation de psychologue, mais qui a une fine connaissance de l'être humain, tu sais. Donc, du coup, ben... Tu y délègues ça pour qu'elle s'en occupe. C'est ça, on sous-soigne toute la gang, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas besoin de payer, tu sais. Ouais. C'est qui disait que faire de la psycho, c'est payer $100 de l'heure pour te parler à toi-même, là. C'est vrai. C'est un peu caricatural, là, mais en tout cas, moi, c'est elle qui m'a dit, vas-y, hein, tu devrais faire cette émission. Vas-y. Ça va être une autre étape dans ta vie, tu sais. Puis c'est vrai que c'est une autre étape. Mais oui, pour vrai, c'est pas... On est vraiment contents on est content que tu sois venu. Merci de nous avoir fait confiance. Oui, merci avec beaucoup. On allait te remercier, mais on va remercier encore ta blonde. Merci, Caro. Ben, si tu as des bugs, tu l'appelles. OK. Hein? N'est-ce pas? Absolument, on a son numéro. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de t'être livré. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre sur ton papier? Oh non, j'avais plein de... Non, je pense que j'ai fait le tour avec vous, là. C'est suffisant pour aujourd'hui. C'est suffisant pour aujourd'hui, Je vais fouiller dans mon fort intérieur. C'est d'autres complexes pour la phase numéro 2. Ouais, on fera un épisode 2, c'est bon. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais merci beaucoup, Boucard. Ça fait plaisir. De t'être ouvert comme ça, de t'être déplacé. Oui, super, merci, Samuel. Merci, t'étais Marilyn. Très bon. Hey, mais toi, t'étais bonne. Non, tu te réécouteras, tu te regarderas. On va se faire une soirée, on va se regarder. Oui, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on se revoit. Ah, attends, on plug-tu des shows? Ah oui, OK, vas-y. OK. Toi, Boucard, as-tu quoi à plugger? Un livre, une émission? Ah, moi, j'ai Mac Togoek qui est encore en salle à mon spectacle, okay. Mac Togoek, qui porte sur le fleuve Saint-Laurent, là. OK. Tu pars-tu en tournée ce printemps, cet hiver? Oui, je recommence à jouer là, dans quelques mois, je pense, au mois de mars. Okay. Sur mon site Internet, tout est là. Puis j'ai un livre qui s'appelle « La face cachée du grand monde des microbes », pour raconter un peu comment les microbes ont construit la planète et ont détruit ma vie. Ben, allez acheter ça, tout le monde! Exactement. Merci beaucoup. Sam, vas-y, plug tes shows. OK, ben moi, mes shows sont tout inscrits sur ma page Instagram. Principalement, j'ai le 7 avril au Lion d'Or et le 3 mai au Petit Champlain à Québec. Et puis, je pense que je vais avoir aussi une date qui est en juin à Longueuil, à la salle Fenplast. Oui. Vous pouvez tout voir ça sur mon profil. Et toi, Marilyn? Ben moi aussi, j'en ai des dates, là, mais c'est pas par cœur parce qu'ils ont tous été reportés, déplacés. Mais j'en ai en mai, je crois que c'est 7, 14 mai.
Puis après ça, il y a des dates en avril aussi. Je crois que c'est le 10 et le 17 avril. Ça, c'est tout à Montréal. Sinon, il y a des dates à Québec, à Lévis. Allez regarder ça sur mon Instagram. Puis peut-être je vais être avec Samuel aussi, les dates qu'il va jouer. On sait pas. On verra. Mais allez acheter des billets parce que sinon, on va être triste. On fait faillite. Sinon, on se trouve des jobs. OK, bye. Merci tout le monde. Bye, bye. Au revoir.